comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, il a été question du bilan consolidé des inondations du 1er juin au 31 décembre 2024. Plus de 465 000 personnes ont été sinistrées. Le 29 janvier 2025, retenez cette date, c'est la date à laquelle le passeport de la Confédération des États du Sahel sera mis en circulation. Une information donnée par le président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Déjà dans cette édition, vous pourrez voir la présentation de ce passeport. Visite sur le site de la centrale solaire de Safo par le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Selon les visiteurs, le constat est satisfaisant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Le passeport de la Confédération des États du Sahel va être mis en circulation à partir du 29 janvier prochain. L'information a été donnée aujourd'hui par le président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Comment se présente le nouveau passeport de l'AES? Quelles sont les conditions de délivrance? Éléments de réponse avec le colonel Mamadou Soukouna, conseiller technique au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il est au micro de Bemba Sibi. À compter du 29, comme le dit le communiqué du président de la Confédération, ce passeport sera mis en circulation. Et la mise en circulation de ce passeport AES ne joue pas autrement sur les passeports déjà en cours de circulation. Ces passeports restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Néanmoins, la latitude est laissée aux titulaires de ces passeports CEDEAO qui veulent changer leur passeport de leur propre volonté, de pouvoir venir tranquillement changer leur passeport CEDEAO en passeport AES, bien entendu conformément à la réglementation en vigueur. Il s'agit de s'acquitter des frais d'établissement et avoir son passeport. Et il est quand même bien de préciser que les demandes qui sont déjà dans le circuit ne concernent pas le passeport AES. Les conditions de délivrance restent exactement les mêmes. Et parlant de ce passeport, vous allez constater que désormais, sur la première page de couverture, ce sont les armoiries du Mali en lieu et place du logo CEDEAO. Et tout en haut, vous allez remarquer que c'est bel et bien écrit Confédération des États du Sahel AES. Et en dessous, il y a le nom du pays émetteur, République du Mali. Et en bas des armoiries, nous avons la nature du passeport. Et sur la dernière page de la couverture, la page arrière de la couverture, vous allez voir de façon bien distincte le logo de l'AES. À part la couverture, il n'y a pas d'autres changements. Les spécifications techniques restent les mêmes pour les 3 pays membres de l'AES. Le passeport de la Confédération des États du Sahel va être mis en circulation à partir du 29 janvier prochain. Le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi le Conseil des ministres au cours duquel plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour ont été examinés, d'importantes décisions prises pour la bonne marche de la nation. Le compte-rendu du Conseil avec Amadou Marcelto. Près de 11 500 agents à recruter sur concours direct et professionnel au titre de l'année 2025. Ainsi en a décidé le gouvernement pour le compte du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Cette décision est actée à travers l'adoption d'un rapport relatif à une demande d'autorisation de recrutement d'agents sur concours au titre de l'année 2025. L'autorisation de recrutement, aussi bien sur concours professionnel que sur concours direct au titre de l'année 2025, qui vient d'être accordé par le Conseil des ministres, fixe à 11 404 le nombre de postes à pourvoir en 2025, contre une autorisation de recrutement de 11 320 postes à pourvoir en 2024, soit un accroissement de 0,74%.
Il faut signaler qu'au titre des concours directs, 5 952 postes seront suivis de formation, tandis que 1 104 postes ne seront pas suivis de formation. Par ailleurs, il faut souligner que des quotas seront réservés dans certains effectifs à recruter sur concours direct au profit des volontaires pour la défense de la patrie et les agents communautaires qui en remplissent les conditions. Ces quotas seront précisés dans les actes d'ouverture des concours concernés. Les recrutements sur concours direct et professionnel au titre de l'année 2025 sont prévus de février à septembre, selon le ministre. Pour lui, l'adoption de ce rapport permet à son département d'organiser les concours professionnels et directs au titre de l'année 2025 pour couvrir le déficit des ressources humaines et doter les nouvelles structures publiques et organes pour la mise en œuvre des initiatives présidentielles. Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux, le Conseil a examiné un projet de loi modificatif de la loi 015 du 2 mai 2019 portant organisation judiciaire au Burkina Faso. Que contient comme innovation ce projet de loi modificatif qui va être transmis à l'Assemblée législative de transition? Première innovation majeure, il a été adopté un projet de loi portant code de procédure pénale qui a institué le flagrant crime comme le flagrant délit. Autrement dit, aujourd'hui, dans notre organisation judiciaire, lorsque des infractions sont commises et que ces infractions sont qualifiées de crimes, il faut une instruction obligatoire. Ce qui faisait qu'on pouvait mettre 10 ans, on pouvait mettre 5 ans sans qu'un dossier pourtant aussi clair, qui n'est pas encore passé en jugement, beaucoup se posent la question de savoir pourquoi de tels faits, quelquefois qui sont très graves, ne sont pas jugés. Eh bien, c'est parce que tout simplement, notre loi actuelle obligeait qu'en matière de crime, il faut une instruction obligatoire. Dorénavant, avec cette loi, ce projet de loi modificatif, l'instruction n'est plus obligatoire tel que cela a été prévu dans le Code de procédure pénale. Deuxième innovation, c'est la création du tribunal du travail au niveau des tribunaux de grande instance de notre pays. Nous en avions 3. Un tribunal de travail à Ouaga, un tribunal de travail à Koudougou, un tribunal de travail à Bobo-Dioulasso. L'année passée, nous avons pu rendre fonctionnel un tribunal de travail à Fada, mais cela n'est pas suffisant. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux, le Conseil prévoit également la création de chambres criminelles et des tribunaux de travail dans tous les 27 tribunaux de grande instance TGI du Burkina Faso. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zen, a reçu hier une délégation belge afin de s'entretenir sur plusieurs sujets d'ordre capital et commun. Jamila Amadou et Isaka Issa de la RTN. L'objectif prioritaire de la coopération belge est le développement humain durable à travers l'appui aux populations pour leur bien-être. Cette audience accordée par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances à cette délégation en est une illustration. Nous avons discuté de l'ensemble des sujets d'intérêt, que ce soit au niveau bilatéral ou en tant que, puisque la Belgique est aussi membre de l'Union européenne, aussi en tant que pays membre de l'Union européenne, nous avons parlé de tous les sujets d'intérêt commun et du dialogue passé et à venir. Cette agence belge a pour mission de mettre en œuvre des priorités politiques face aux défis liés à la sécurité alimentaire. Et pour la mise en circulation du passeport de la Confédération des États du Sahel, le contenu de ce communiqué signé par le président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, un communiqué ainsi libellé dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, en particulier les aspects relatifs à la libre circulation des citoyens. Le président de la Confédération des États du Sahel informe l'opinion confédérale et internationale de la mise en circulation des passeports de l'AES à compter du 29 janvier 2025. Toutefois, les anciens passeports demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration. Cependant, les citoyens de la Confédération AES, détenteurs des anciens passeports arborant le logo de la CEDEAO en cours de validité, peuvent les faire remplacer par des nouveaux passeports de l'AES conformément aux règles en la matière. En tout état de cause, le président de la Confédération des États du Sahel AES rassure les populations de l'espace confédéral que toutes les dispositions utiles seront prises pour garantir l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Que Dieu bénisse
L'AIS préserve ses citoyens, fait à Bamako le 23 janvier 2025, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Suite de ce journal, le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a présidé ce jeudi la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre, notamment le bilan consolidé des inondations à la date du 1er juin au 31 décembre 2024. Au total, 729 cas d'inondation ont été enregistrés, plus de 465 000 personnes ont été sinistrées. Après avoir tiré le bilan des inondations, il s'agit à présent pour le comité de prendre des mesures pour le prochain hivernage. Reportage Mamadi Koné et Aliou Touré. De l'exposé du bilan consolidé des inondations du 1er juin au 31 décembre 2024, il ressort que notre pays a été fortement éprouvé lors de l'hivernage de 2024. Et c'est à la faveur d'une forte mobilisation que l'ensemble du gouvernement, les services techniques et les populations ont pu faire face à cette situation exceptionnelle. 729 cas d'inondation sur l'ensemble du territoire national, 47 306 cas d'effondrement dans plusieurs régions, 8 cas de foudre, 6 cas de vent violent. Et en termes du bilan des sinistrés, il y a 88 083 ménages impactés, 465 226 personnes sinistrées, avec un pourcentage de 27% d'hommes, 29% de femmes et 44% d'enfants, avec 66 032 maisons endommagées ou à risque d'effondrement, 20 988 latrines impactées, 6 590 puits endommagés. En termes de bilan humain, malheureusement, nous avions eu 95 cas de perte en vie humaine avec 154 blessés. À ce bilan, on peut ajouter les 367 294 hectares perdus par les producteurs et les nombreuses écoles impactées. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a salué l'implication de tous pour la bonne gestion de ces inondations. Il s'est également incliné sur la mémoire des victimes avant de souhaiter prompt rétablissement aux blessés. L'ampleur des dernières inondations a été pour nous, sur le plan pédagogique, riche d'enseignements. Je pense que nous devons nous préparer davantage et anticiper sur un certain nombre d'événements, un certain nombre d'actions, afin justement de nous assurer que les prochaines inondations ou d'autres catastrophes naturelles seront mieux prises en charge. Je pense que c'est un peu le but de la réunion de ce matin. Le comité interministériel a également abordé la situation des maisons qui obstruent le passage de l'eau, donc à démolir. Les mesures à prendre au niveau du pont Ouyoyanko à Sebeninkoro ainsi qu'au niveau du collecteur de Moussabougou. Déjà, des sous-comités mis en place vont travailler sur ces différents sujets avant la prochaine réunion du comité. Et nous restons à la primature. Koli Energy Mali est le nouvel acquéreur de Total Energy. Une délégation du groupe a été reçue ce matin par le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Elle est venue introduire le nouveau président du conseil d'administration auprès des autorités maliennes. Reportage à Mamadi Koné et Aliou Touré. Après Total Energy, voici Koli Energy Mali en partenariat avec la société Bénin Petro SA. Une délégation de ce groupe qui détient désormais les actions de Total Energy au Mali est reçue par le Premier ministre chef du gouvernement. Le président du conseil d'administration, le représentant du personnel et celui de la société sont venus annoncer l'arrivée de Koli Energy au Mali. Pour venir prendre contact avec les autorités et présenter M. Ousseinou. Ça fait longtemps qu'on était en train de travailler dans ce domaine-là ici au Mali pour faire des stations. Cela a coïncidé avec le départ de Total Mali. Donc là, on a postulé et on a été les heureux gagnants. Donc voilà un peu, c'est pour venir vous présenter, vous dire qu'on est là
On est là pour accompagner la transition dans un moment difficile où les autres sont en train de nous tourner dos. René a décidé de venir investir au Mali. Le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a salué l'approche des nouveaux repreneurs de Total Énergie dans notre pays, une approche qui cadre bien avec la vision du président de la transition. Retenu que Total, c'est 78 stations-service et plus de 1000 employés, 1109 précisément. J'ai également compris que dans le cadre des négociations, vous êtes engagé à la fois à garantir ces emplois, investir dans notre pays et respecter bien entendu les lois du pays. Je voudrais vraiment vous féliciter, vous remercier chaleureusement pour cette approche. Il est également important de souligner que ce résultat atteint est le fruit d'une synergie très intelligente entre trois acteurs. D'une part, le gouvernement, bien entendu le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie et du commerce et d'autres acteurs du côté du gouvernement. Vous-même, en tant qu'investisseur, bien entendu, les partenaires sociaux. Je voudrais, au nom de son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, vous remercier et vous féliciter chaleureusement pour ce résultat atteint. Je voudrais également rappeler que la reprise de Total Énergie, donc par vous, investisseurs, tout en maintenant tous ces emplois garantis, est une matérialisation de la vision du chef de l'État. L'instruction que nous avons reçue, c'est de toujours tenir compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. La société est installée au Mali, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Le président du Conseil national de transition, lui, a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali et celui de l'Égypte. Avec les deux diplomates, il a été question de renforcement de la coopération parlementaire. Tamsir Diabaté et Tchédje Kamara. Sur le tableau d'affichage du Conseil national de transition, l'agenda du président de l'institution s'affiche. Les premières activités du jour sont les audiences accordées aux ambassadeurs du Royaume d'Arabie Saoudite en République du Mali et celui de l'Égypte. Le Mali et l'Arabie Saoudite, deux nations qui partagent des liens séculaires et historiques qui remontent depuis des années. Cet entretien est l'occasion pour les deux personnalités de donner un coup de fouet à leur coopération dans divers domaines. Des directives ont été données par le serviteur de deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz et son prince héritier, en vue d'apporter le soutien et l'assistance nécessaires au peuple malien. Et cela s'est traduit par les actions du centre roi Salman pour le secours et les actions humanitaires qui interviennent dans plusieurs domaines ici, notamment la distribution des vivres, le forage de puits, également à travers le Fonds saoudien de développement qui finance le projet d'infrastructure. La deuxième personnalité reçue en audience est l'ambassadeur d'Égypte en République du Mali. Au cours de cette audience, les échanges ont également porté sur le renforcement des relations de travail entre les deux parlements, mais aussi et surtout l'accompagnement et le soutien de l'Égypte en matière de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Lutter contre le terrorisme est un principe très important pour l'Égypte. Donc l'assistance que l'Égypte a apportée au Mali dans la lutte contre le terrorisme n'a pas commencé aujourd'hui. Comme preuve, l'Égypte, il y avait des officiers égyptiens dans les forces onusiennes, MINUSMA. L'Égypte a perdu des hommes dans la mission onusienne ici. Donc l'Égypte est là pour aider le Mali dans sa lutte contre le terrorisme qui est un fléau global. Nous avons parlé sur plusieurs aspects. Donc concernant la coopération dans plusieurs domaines comme le domaine de coopération parlementaire, domaine de la santé, le domaine de l'agriculture, nous avons échangé sur ces domaines-là.
et une possibilité de visite du président du CNT en Égypte. Et à l'issue de cette audience, les deux personnalités se sont offerts des présents de nouvel an, toutes choses qui dénotent de l'engagement du Mali et de l'Égypte à redynamiser leur coopération. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a visité ce jeudi l'espace dédié à accueillir les ouvrages de la centrale solaire de Safo. Le constat est satisfaisant. Selon les visiteurs, le PV qui autorise la société chinoise Sino Hydro a été signé entre la société en question et le gouvernement du Mali. Reportage Youssouf Diakité et Adamo Kamara. Safo accueille ce jeudi 23 janvier 2025 la visite de deux membres du gouvernement, le ministre de l'Énergie et de l'Eau et celui de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ils sont venus constater l'effectivité de la libération de l'espace et devant recevoir les ouvrages de la centrale solaire de Safo. Ces choses faites, les 200 hectares concernés ne souffrent d'aucune charge aujourd'hui. Le PV de réception est signé ici entre le gouvernement malien et la société chinoise Sino Hydro. Nous sommes là pour la réception des travaux de défrichement sur le site devant abriter la centrale solaire de Safo. Ces travaux de défrichement sont un préalable pour la réalisation de ce projet. Alors, c'est le génie militaire qui a exécuté les travaux. Aujourd'hui, nous sommes venus pour la réception des travaux de défrichement. Nous sommes très satisfaits. Ils l'ont fait avec professionnalisme. Je salue également le ministre de la Défense qui n'a aménagé aucun effort pour nous aider dans ça. Il y avait effectivement des questions de charge sur le site, mais je crois que tout cela est réglé. Je voulais aussi passer un message à l'entreprise chinoise Sino Hydro qui doit exécuter les travaux pour leur dire que nous tenons beaucoup à ce projet, surtout le président de la transition. Alors je leur demande de faire les travaux avec beaucoup plus de célérité. Tout sera mis en œuvre pour assurer la bonne exécution, n'est-ce pas, de ces travaux. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population a saisi cette opportunité pour lancer un appel précisant que la terre n'appartient qu'à l'État au Mali. Et depuis 2018, ces travaux ont été déclarés d'utilité publique. Voilà, donc ça veut dire que vous ne devez plus rien avoir sur ce titre-là. Il fallait vraiment engager ces travaux de démolition pour que les gens comprennent que ce site-là est définitivement réservé pour la centrale solaire et la station d'évacuation de l'énergie dans le cadre de la boucle nord. Nous avons recensé et évalué toutes les constructions qui étaient ici en vue de procéder à l'indemnisation. Ce travail a été fait. C'est des projets qui intéressent tout le monde. Voilà, qui sont nécessaires pour le développement de notre pays. Si on veut entraver le développement du pays, ouais, c'est quand même incompréhensible. La délégation ministérielle a ensuite demandé à la partie chinoise de dépêcher les travaux au bonheur de la population bénéficiaire qui attend impatiemment. Ce 23 janvier 2025, le ministre de l'Économie et des Finances a procédé à l'inauguration de l'agence auxiliaire BCAO à Caille. La cérémonie a mobilisé des personnalités, notamment le gouverneur de la BCAO, des représentants de l'UEMOA ainsi que le gouverneur de la région de Caille. Reportage à Kansutu Kanouté. L'agence auxiliaire de la BCAO, Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, a officiellement ouvert ses portes ce jeudi, 23 janvier 2025, dans la Cité des Rails. Le ministre de l'Économie et des Finances, représentant le président de la transition, chef de l'État du Mali, général d'armée Assimi Goïta, a procédé à l'inauguration de la structure. Bâtie sur un site de 2 hectares, cette infrastructure de pointe est composée d'un bâtiment principal sur 3 niveaux, comprenant des locaux dédiés aux activités administratives et fonctionnelles, notamment des bureaux, des salles de réunion et des espaces réservés aux opérations avec la clientèle institutionnelle et le grand public. Permettez-moi de féliciter Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour cette politique de proximité de notre institution et lui témoigner toute la reconnaissance des autorités maliennes. L'ouverture de cette agence accompagnera le développement de la région à travers un meilleur soutien à la distribution des services bancaires et une génération d'activités et d'emplois directs et indirects. Elle contribuera à embellir la ville de Caille et à favoriser l'expansion de toute la région qui connaît déjà un regain de vitalité avec la réalisation récente ou en cours d'infrastructures sanitaires, sportives, socio-éducatives
universitaire et de transport. L'ouverture dans la ville de Kayes de la 3e agence auxiliaire de la BCEAO au Mali, après Mopti et Sikasso, s'inscrit dans le cadre du programme d'extension du réseau des agences de la Banque centrale. L'objectif visé par ce programme est d'accompagner le système bancaire et les systèmes financiers décentralisés dans leur implantation dans les régions, de promouvoir la bancarisation et l'inclusion financière et d'améliorer la circulation fiduciaire. À cet effet, la Banque centrale, en installant la nouvelle agence auxiliaire de Kayes, entend faciliter le financement des activités de cette région. Le représentant du président de la transition, chef de l'État du Mali, général Assimi Goïta, a invité les institutions financières de la place à bien accompagner les opérateurs économiques de la région en réponse aux besoins des industries minières et culturelles, de l'agriculture et de l'élevage en droite ligne de la vision du Mali 2063. Je rappelle que le gouvernement du Mali vient d'adopter les documents de la vision du Mali 2063 Mali Koura Nyeta Kabensam Bafla Nibiron Sabama et la stratégie nationale de l'émergence pour le développement durable 2024-2033 réalisée de façon inclusive. Et tout juste après la cérémonie d'inauguration de l'agence auxiliaire BCEAO à Kayes, le ministre de l'économie et des finances, Alcine Sanou, a rencontré les responsables des services régionaux relevant de son département afin de s'enquérir de leurs conditions de travail. C'était en présence du gouverneur de la région, général de brigade Moussa Soumaré. Rappelons qu'après la coupure symbolique du ruban marquant l'inauguration de la 3e agence BCEAO du Mali à Kayes, 3 médailles en or ont été distribuées. Le gouvernement et ses partenaires évaluent les projets réalisés dans le cadre de la consolidation de la paix. Ils se sont réunis cet après-midi au ministère des Affaires étrangères pour cet exercice, un exercice qui rassure les différentes parties. Sur la quarantaine de projets, une dizaine sont déjà opérationnels en moins d'un semestre. Le budget alloué au financement de l'ensemble des projets s'élève à plus de 50 milliards de francs CFA, nous signale Awadit Makamara. Les membres du comité de pilotage des mécanismes d'investissement en consolidation de la paix au Mali se réunissent pour la 2e fois en l'espace de 6 mois. Bon à savoir, les progrès réalisés depuis lors sont remarquables avec un investissement total de 55 milliards de francs CFA repartis entre 42 projets. À ce jour, 10 de ces projets sont déjà opérationnels et apportent un impact positif et concret. Ces projets ont permis de réaliser beaucoup d'infrastructures, notamment des commissariats de police, des tribunaux, des brigades de gendarmerie à Kouchala, Yorosso, Djema, Nyoro du Sahel, entre autres, pour renforcer la confiance des populations envers les services de sécurité et de justice. Ces avancées significatives ont été rendues possibles grâce à la collaboration étroite entre les acteurs locaux, les partenaires internationaux et le système des Nations Unies. Je voulais, au nom du système des Nations Unies, réitérer que nous sommes entièrement à la disposition du gouvernement malien et du peuple malien pour accompagner vos efforts de stabilisation, de paix et de cohésion sociale. Et à ce propos, d'ailleurs, Monsieur le ministre, je voudrais ici solennellement vous féliciter les hautes autorités pour l'adoption récente de la vision 2063, mais aussi la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. Je réitère la disponibilité des partenaires techniques et financiers à collaborer avec le PBF afin d'améliorer la coordination avec l'ensemble des acteurs mettant en œuvre des initiatives en consolidation de la paix au Mali. Il est nécessaire d'assurer la complémentarité et la cohérence des efforts déployés dans ce domaine. Le gouvernement du Mali, pour sa part, reste déterminé à poursuivre les efforts pour garantir la stabilité et la prospérité du Mali. Les domaines d'intervention des 10 projets sont des priorités pour le gouvernement du Mali auxquelles il accorde un grand intérêt. C'est pourquoi il est de la plus haute importance que toutes les interventions s'inscrivant dans ce cadre soient impérativement alignées sur les priorités définies par le gouvernement afin de contribuer à impacter positivement de manière tangible et durable nos populations bénéficiaires. La pertinence des mécanismes d'investissement en consolidation de la paix au Mali réside dans leur capacité
à appuyer, mais aussi à renforcer surtout les efforts et les actions du gouvernement sur le terrain. À cet égard, je suis heureux de saluer l'extension d'éligibilité au Mali du Fonds de consolidation de la paix. Nos échanges d'aujourd'hui ont non seulement permis de poser des jalons d'un partenariat renforcé entre les acteurs nationaux et internationaux, mais également de rappeler que la paix durable ne peut être obtenue sans des efforts consentis, concertés et inclusifs. Je tiens à remercier particulièrement nos partenaires des Nations Unies pour leur appui financier et technique et pour leur engagement indéfectible à nos côtés. De même, je félicite le gouvernement malien pour sa détermination à traduire les aspirations de nos populations en actions concrètes. En perspective, le travail conjoint des acteurs se concentrera sur 6 projets clés afin de mieux renforcer la consolidation de la paix au Mali. Premier comité de pilotage de projets d'appui à la réalisation et l'extension des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Ce projet vise à la réhabilitation des ouvrages existants et la réalisation des nouveaux. Il s'agit pour les membres du comité d'évaluer la mise en œuvre du programme du projet et dégager des perspectives. Mamadou Fani pour le reportage. L'accès à l'eau potable et à moindre coût pour les populations, c'est le défi quotidien de la Société malienne de patrimoine de l'eau potable Somapep SA. Et le projet d'appui à la réalisation et à l'extension des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans les centres secondaires du périmètre concédé à la Somapep est un des leviers de cette politique. D'où la tenue de la première session du comité de pilotage de ce projet. L'approvisionnement en eau potable des populations, c'est naturellement l'affaire de la Somapep en tant que société de patrimoine. 80% des maladies qui atteignent l'homme le sont à cause de la consommation de l'eau impropre. Ce projet, à mon avis, est très important parce qu'il permet de réduire les maladies au niveau des populations de notre pays. Ce comité de pilotage, au-delà d'examiner et de valider les résultats des études menées dans le cadre du projet, est aussi une occasion de définir les prochaines étapes du projet. C'est inviter l'ensemble des partenaires et des parties prenantes à suivre ce processus que je trouve assez participatif, en l'occurrence l'aspect communautaire qui est pris en compte dans le comité de pilotage, et à s'assurer que les études se termineront dans les délais prescrits. Comme vous le savez, les comités de pilotage jouent un rôle central dans la gouvernance d'un projet. Au demeurant, une étroite collaboration et une vision partagée sont essentielles pour atteindre les objectifs fixés. Durant cette rencontre, il sera question, entre autres, de une présentation du projet dans son ensemble par la Somapep SA, une présentation de 2 premiers livrables ici des études, à savoir les rapports de démarrage et les rapports diagnostiques sur les 21 systèmes d'adduction d'eau potable de 21 localités. Enfin, des points prioritaires et des éventuelles difficultés rencontrées. Quant aux représentants des maires des communes concernées, il dit fonder beaucoup d'espoir sur ce comité de pilotage qui doit être mis à profit pour prendre toutes les préoccupations des populations en matière d'eau potable. Sur une prévision de 28 activités, l'Agence d'aménagement des terres de fourniture de l'eau d'irrigation a pu réaliser 18. Ces activités ont été menées dans le cadre de 4 sous-projets. L'information a été révélée à l'ouverture de la 10e session ordinaire du conseil d'administration de l'agence. Tchemogo Konaté. L'aménagement hydro-agricole, un appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali dans un contexte de changement climatique. L'Agence d'aménagement des terres et de fourniture de l'eau d'irrigation, structure spécialisée, s'y emploie via des actions multiples et variées. Courant l'année 2024, à titre d'exemple, l'agence a introduit une innovation axée sur 4 sous-projets, exécutés à hauteur de 25% pour les jeunes et de 60% pour les femmes, totalisant 18 activités sur les 28 programmées. L'agence a aussi profité pour élaborer un nouveau projet d'investissement remboursable. On a pu aussi élaborer courant 2024 des canevas de convention et des bails qui ont été validés par l'ensemble des acteurs du ministère de l'Agriculture et d'autres ministères.
Nous avons aussi en préparation une convention avec l'ensemble des offices et des projets. Un bilan plus ou moins satisfaisant que la structure doit en partie au renforcement des capacités du personnel sur la conception et la gestion des projets. À cela s'ajoute une étude de formulation d'un programme national d'appui au financement de la petite irrigation individuelle et communautaire. Pour cette année 2025, l'agence entend continuer sur cette lancée avec un budget prévisionnel soumis à l'appréciation des administrateurs à la faveur de cette 10e session ordinaire du conseil d'administration. Le projet de budget proposé se chiffre en recettes et en dépenses à 20 681 709 000 francs CFA. Au titre des activités, je profite de cette occasion pour instruire à l'agence une forte implication et appropriation du processus d'installation des privés et entreprises agricoles, notamment les sites prévus pour les nouveaux villages agricoles en zone de l'Office de développement rural de Sélengué et en Bewani en zone Office du Niger. Entre autres perspectives devant contribuer à augmenter les taux d'aménagement hydro-agricole à l'échelle nationale, estimé à 23%. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire de Sissoko Djondjou Diallo, directrice de la mobilisation des ressources de la communication et du marketing, et de Salif Damele du département de tutelle, membre du conseil d'administration, arrachés à l'affection de leurs collaborateurs. Et c'est en février 2022 que l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé a été créée. Son processus d'opérationnalisation entamé depuis lors a connu un essor positif au cours de l'année 2024. Cela malgré les difficultés que connaît le service. Des informations reçues lors de la 3e session de son conseil d'administration, le compte-rendu de Balakissa Ouattara et Oumar Traoré. Elle a désormais en charge l'évaluation et l'accréditation des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. L'ANAES, Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé, en remplacement de l'ANEH, Agence nationale d'évaluation des hôpitaux, a exécuté à hauteur de souhait toutes les activités prévues et même celles non programmées dans son plan opérationnel 2024. Sous la clairvoyance des membres du conseil d'administration, la direction générale de l'ANES a pu, entre autres, valider en mars 2024 son manuel de procédure administrative, opérationnelle, financière et comptable auprès du contrôle général des services publics, adopté en juillet 2024 et à travers le ministre chargé des Finances, l'arrêté portant modification de l'arrêté 2022-3866 du 29 août 2022 portant institution d'une régie d'avance auprès de l'ANES, adopté à travers le ministre chargé des Finances l'arrêté 2024-3774, ministère de l'économie et des Finances, secrétaire général du 4 octobre 2024, portant institution d'une régie de recettes auprès de l'ANAES afin de pouvoir mobiliser certains types de ressources propres prévues par son ordonnance de création. À côté de ces acquis, l'ANAES connaît d'énormes difficultés. Il s'agit entre autres des difficultés liées au manque de ressources humaines appropriées, des ressources financières disponibles, de moyens roulants et de locaux pas très adaptés à ces nouvelles missions. Conformément à l'arrêté numéro 2024-10034 du ministère des Finances du 3 mai 2024 portant approbation du budget, l'ANES au titre de l'année 2024 est estimé de 708 814 653 francs CFA. Le projet de budget de l'ANES au titre de l'année 2025 que vous aurez à examiner s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 675 955 314 francs CFA. Un budget qui a donc connu une baisse. En dépit de toutes ces difficultés, l'ANAES reste focus sur ses missions, à savoir l'évaluation et l'accréditation des établissements de santé, gage de l'amélioration continue de la qualité des soins et services offerts aux populations où qu'elles se trouvent sur le territoire national. Le Centre national d'insémination artificielle animale a tenu la 9e session ordinaire de son conseil d'administration. Malgré la situation sécuritaire, beaucoup de bassins de production sont couverts. Le point avec Abdul Karim Kaba.
Depuis sa création en 2015, le Centre national d'insémination artificielle animale, CENIA, joue pleinement son rôle dans l'amélioration des productions animales par l'utilisation de l'insémination artificielle. Les résultats de l'exercice de 2024 en sont une illustration parfaite. Sur une prévision de 18 000 vaches à inséminer, il a été réalisé 12 074 inséminations, soit un taux de réalisation de 67,07%. Il a été enregistré 7 806 naissances de veaux, dont 3 591 femelles et 4 215 mâles, dont 3 743 croisés Holstein, 3 790 croisés Montbéliard, 20 croisés bleu-blanc belge et 72 croisés charolais et 87 croisés tarentais. Ces résultats sont certes importants, cependant beaucoup d'efforts restent encore à faire. Justement, pour relever ces défis, au Centre national de l'insémination artificielle, la démarche est claire. Nous, si jamais les ressources financières sont mobilisées à temps et que nous bénéficions de l'accompagnement de nos partenaires financiers, le CENIA compte vraiment finaliser la construction du laboratoire et son équipement. Laboratoire de production de semences d'une capacité de 100 000 doses par an. Et l'autre défi aussi, c'est d'assurer la banque de gènes de nos races locales. Faut-il le rappeler, le Centre national de l'insémination artificielle a pour mission essentielle de contribuer à l'augmentation de production animale par l'utilisation de la technique de l'insémination artificielle. À ce jour, près de 33 000 agro-éleveurs ont bénéficié du service selon les statistiques du CENIA. L'Agence de développement régional de Mopti vient de tenir la 9e session de son conseil d'administration. Au programme, les administrateurs vont examiner le rapport d'activité de l'année 2024 et mener des réflexions sur les activités de 2025. Au titre de l'année 2024, l'agence a pu exécuter 99% des activités planifiées. Reportage à Suleiman Sidibé. L'année 2025 s'annonce très bonne pour l'Agence de développement régional de Mopti. À en croire ses administrateurs qui, au cours de leur session annuelle, viennent d'annoncer une exécution des activités de l'année écoulée à 99%. Ils se penchent donc sur les perspectives de l'année 2025, qui est l'année de tous les défis. Nous sommes très heureux d'entendre au niveau de ce conseil que l'ADER a été félicité par rapport à l'atteinte des résultats. Nous sommes aujourd'hui à 99,98% du taux d'exécution des activités de l'ADER. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Dans ce contexte d'insécurité, nous avons pu réaliser les activités planifiées. Et nous avons obtenu des résultats tangibles dans le cadre du développement régional et local. Au sortir de cette salle aujourd'hui, c'était de voir un peu en termes de défis, comment encore persévérer dans l'atteinte de ces résultats. Il y avait 28 activités qui avaient été prévues. Seules 2 activités n'ont pas pu être réalisées. On s'attend à ce que les administrateurs puissent se prononcer sur les documents de planification des activités de 2025 et du budget 2025. Que l'ADER encore continue à appuyer les collectivités, surtout les communes qui sont en difficulté, pour pouvoir atteindre des résultats de développement. La session qui regroupe tous les acteurs de développement des régions de Mopti, Bandiagara et Douanza se tient sur un fond de confiance. Les administrateurs espèrent donc mieux faire qu'en 2024. Fin aujourd'hui de la conférence épiscopale à Bamako, les évêques ont fait le point de nombreuses activités menées durant l'année écoulée. Parmi les plus symboliques, il y a le pèlerinage de Kita, l'un des rendez-vous qui draine de nombreux croyants du Mali et des pays voisins. Les évêques ont aussi et surtout appelé à la paix et à la cohésion entre les croyants. Reportage Famsa Sidibé et Tayeba Diawiakoya. Dans le calme apparent de cette rue du quartier du Fleuve à Bamako, se loge l'archevêché de la capitale. La modestie des lieux rappelle une ambiance de couvent et pour cause.
L'humilité autour de cette table pousse le cardinal Zerbo et l'archevêque Cissé à céder le présidium et méditer en silence durant les prises de parole. L'assemblée, certes modeste, représente la conférence épiscopale qui parle au nom des millions de chrétiens du Mali. Cette conférence annuelle donne lieu à un rappel des grands chantiers de la communauté des croyants de l'Église, Église quelle qu'elle soit. Cette session coïncide également avec la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La diversité n'est pas une source de division, mais une véritable richesse. Elle invite les chrétiens, quelle que soit leur confession, à témoigner d'une communion fraternelle en surmontant leurs différences. Un tel témoignage peut inspirer la société malienne à rechercher des chemins de réconciliation et de dialogue. En collaborant au-delà de leurs divisions confessionnelles, les chrétiens se font artisans de paix et montrent que le dialogue est possible, même dans les moments les plus difficiles. Dans le délibéré du conclave, des vœux pour la paix et l'union des cœurs y sont formulés à de nombreuses reprises. Le plus insistant sera celui du Mali Kura, que tous souhaitent opérationnel au plus vite. Un point important de cette session a été l'évaluation du 53e pèlerinage marial national qui s'est déroulé à Kita sur le thème « Jeunes du Mali, ensemble pour le Mali Kura ». Les évêques ont fixé la date du prochain pèlerinage pour les 22 et 23 novembre 2025, qui sera animé par l'archidiocèse de Bamako. Concernant la situation de notre pays, les évêques se réjouissent des progrès réalisés dans les domaines sécuritaires et sociaux. Ils constatent que des avancées positives se dessinent pour le bien-être du peuple malien. Quand le juste est dans l'autorité, le peuple se réjouit. Au-delà des questions de foi, les évêques ont aussi évoqué la situation des établissements scolaires et sanitaires qui sont à la charge de la conférence épiscopale. L'Église souhaite de tout cœur préserver l'excellence en ces lieux. Le bureau du patronat de la région de Tombouctou sera désormais dirigé par Jamel El Oumrani. Il dirige un bureau de 25 membres élus par consensus. Les nouveaux dirigeants du patronat entendent regrouper l'ensemble des fêtières autour du développement de la région de Tombouctou. Idrissa Goulou Sissoko. Le patron des patrons de la région de Tombouctou est Jamal El Oumrani. Il a été élu par consensus et dirige un bureau de 25 membres. La mise en place de ce bureau par consensus prouve à suffisance que les opérateurs économiques de la région entendent évoluer main dans la main pour le développement de la région. On vient de faire le bureau du patronat en place, vraiment dans la courtoisie, dans la plus belle façon. Donc on remercie le grand bon Dieu vraiment. On remercie tous ceux qui étaient présents pour qu'on puisse faire un bureau consensuel qui a été vraiment formidable. Et tous les fêtières qui sont membres du CPR de Tombouctou ont des représentants dans le bureau. Donc c'est la plus grande joie qu'on a eue ce soir. Et la première chose que nous allons mener maintenant, c'est de démarcher les autres fêtières pour nous rejoindre. Vraiment pour l'intérêt des opérateurs économiques de Tombouctou. Cette élection a été supervisée par les autorités régionales qui se réjouissent de cette élection par consensus et n'ont pas manqué de saluer le rôle combien important des opérateurs économiques dans l'approvisionnement des populations en denrées de première nécessité malgré l'insécurité. Au nom de Monsieur le Gouverneur, nous vous remercions donc pour cette belle initiative, de vouloir toujours souffler dans le même sens en mettant l'intérêt de la région de Tombouctou au-dessus de tout. C'est à cela aussi que vous aurez l'accompagnement des plus hautes autorités. Soyez rassurés que nous sommes avec vous nuit et jour et vraiment n'hésitez pas aussi de nous toucher chaque fois que le besoin se fera sentir. Le patronat de Tombouctou entend s'engager dans la réalisation des infrastructures prévues dans l'organisation de la Biennale 2025.
La Croix-Rouge malienne et la Croix-Rouge espagnole viennent de mettre à la disposition du CCRF et CESCOM centraux de Kita et Kéniéba un important lot de matériel, médicaments et équipements médicaux. C'est un financement de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. ORTM Kita, Mahamadi Alioubari. Renforcer le plateau technique des centres de santé communautaires du district sanitaire de Kita et de Kéniéba et du centre de santé des références. Tel est l'objectif de cette remise officielle des équipements consommables médicaux et médicaments au CCRF et CESCOM centraux de Kita et Kéniéba. Des associations de santé communautaire remercient la Croix-Rouge malienne et la Croix-Rouge espagnole. Je prends l'engagement au nom de toutes les associations de santé communautaire de faire bon usage de ces différents dons. La Croix-Rouge malienne traite la question de violences basées sur le genre avec beaucoup d'intérêt, la migration et tous les domaines connexes, notamment les personnes déplacées internes. La violence basée sur le genre, en 2024, notre pays a enregistré plus de 4600 cas avec 97% des femmes qui sont touchées. Cette donation de la Croix-Rouge malienne en partenariat avec la Croix-Rouge espagnole sur le financement de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement AECID s'inscrit dans le cadre du projet Accès à la protection et à la prise en charge globale des femmes migrantes déplacées et autres victimes de violences basées sur le genre dans les régions de Kaï et Kita. Mes sincères remerciements et notre profonde gratitude à la Croix-Rouge malienne pour cet appui important et conséquent contribuera à réduire les décès maternels et néonatals. Cette généreuse donation que nous recevons aujourd'hui apportera une réponse concrète aux besoins exprimés par les communautés, notamment en matière de santé, et contribuera significativement et considérablement au renforcement de l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité. Ces matériels et médicaments sont composés entre autres des lits d'hospitalisation, des tables de consultation gynécologique, des thermomètres électriques, des amoxicillines, des vitamines B complexes injectables, coût d'investissement près de 45 millions de francs CFA. Et le rassemblement des agents de santé de Kiban et sympathisants vient de procéder à des consultations médicales gratuites couplées à une remise de kits sanitaires. L'activité de 3 jours a mobilisé des populations avec en majorité des femmes et des enfants. Les précisions avec Seydou Traoré. À travers cette consultation gratuite et des dons de médicaments aux populations de Kiban, le rassemblement des agents de santé de Kiban et sympathisants respecte une tradition, une solidarité pour le bien-être des populations. Les consultations ont essentiellement porté sur les maladies comme l'hypertension, le diabète, le paludisme, entre autres. Donc c'est une manière de juste dépister les gens et de savoir les orienter aussi pour les structures de santé qui doivent faire leur prise en charge. Donc aujourd'hui, en grand, nous avons quand même des médicaments de base pour tout ce qui concerne les infections urogénitales, les infections bronchopulmonaires, spécialement parce que c'est la période ici. Il y a beaucoup de gens qui ont la toux et qui ont les rhumes, tout ça. Donc nous avons amené beaucoup de médicaments de ce genre. Le kit de médicaments distribué gratuitement aux patients est composé des produits de prévention et qui soulagent ou traitent les maladies les plus fréquentes dans la localité. J'ai été visité par le médecin. Il n'y a pas eu de problème de tension, ni de problème de diabète, etc. On m'a inscrit. J'ai reçu mes produits. Je remercie cette association pour cette œuvre d'humanitaire à l'endroit de l'ensemble de la commune de Kiban. Les populations de Kiban ont salué cette initiative des fils du tiroir qui se préoccupent pour leur santé. Au-delà de la consultation gratuite, ces journées renforcent la cohésion sociale et permettent d'éclairer la lanterne des populations sur les méthodes de prévention. L'État décide de revoir à la baisse le prix de cession des parcelles au Mali, cela pour favoriser l'accès de tous les citoyens à la terre à moindre coût et en toute sécurité. C'est à travers un décret pris en Conseil des ministres le 8 janvier dernier, un texte qui fixe désormais les prix de cession et les redévances des terrains urbains et ruraux de domaine privé immobilier de l'État. Pour en parler, Yaya Konaté reçoit ce soir le directeur général par intérim des domaines et du cadastre, Aliou Touré, l'invité de la semaine sur notre antenne.
Entretien à suivre après la page PMU Mali. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et des autres. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté, disaient nos grands-pères. À méditer. Bonne fin de soirée à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher.